Autre document ce soir avec le témoignage d'une jeune femme devenue philosophe qui a accepté de nous raconter son enfance, celle qu'elle a passée aux côtés de son grand-père qui était à l'époque l'une des plus grandes stars françaises. 35 ans après la disparition de Louis de Funès, sa petite-fille est retournée avec nous dans le refuge familial, un château qui était son jardin secret dans lequel il cherchait l'inspiration encore et encore. Julia de Funès s'interroge sur cette popularité qui s'est transmise de génération en génération. Comment a-t-il su capter la condition humaine, ses travers, ses excès? Et s'il avait simplement vécu jusqu'à aujourd'hui, comme dans le célèbre Hibernatus, quel regard aurait-il sur nous, sur cette France de 2018? François-Julien Piednoir et Smaïn Belhadj pour cette histoire. C'était son jardin secret, entre deux tournages dans une vie à 200 km/h. Survolté. Dis t'empiler comme l'oiseau. Calme-moi! Un refuge, au bord de la Loire, pour préserver son cœur fragile. Moi, je me recouche. Louis de Funès a vécu ses dernières heures ici, dans son château près de Nantes. Je suis mort. Je suis enterré. 68 ans de vie, plus de 140 films et autant de personnages. De l'horrible tête. Mais un rôle lui plaisait plus que tous les autres, celui de grand-père, qu'il jouait ici à chaque vacances avec sa petite fille Julia. Non. Mais laissez-moi rentrer chez moi. Bah non, c'est foutu, il n'y a même pas de sonnette. Hein. Ça va être sport avec mes... La Bourge de Paris, c'est pas qu'à la campagne. Ah là là. 35 ans après la disparition de son grand-père, Julia de Funès retourne sur les pas de son enfance. Mais Julia y a fait ses premiers pas avec Louis, comme elle l'appelle tout simplement. L'acteur avait acheté le château après les grands succès des années 60. Un beau cadeau pour sa femme, dont les ancêtres avaient habité ici. Et une maison de vacances pour toute la famille, loin de Paris. J'ai ma petite vache qui s'appelait Blanchette, très intéressant. Et il y avait les lapins, les cochons, enfin tout quoi, tout, une vraie vie de ferme, une vraie vie de paysan. Et j'ai appris ce que c'était qu'un écho dans ce tunnel. Je ne sais pas si ça va marcher encore, parce que je demandais à ma mère ce que c'était qu'un écho et j'étais là. Et peut-être que je vais retrouver ouais, exactement. J'entends le même écho. Vous entendez le truc? C'est une Madeleine Proustienne sonore là que je suis en train de vivre. C'est dingue. Ça n'a pas changé du tout. Voilà, sur cette allée, j'apprenais à faire du vélo. Julia a aujourd'hui 38 ans. Elle enseigne la philosophie. En achetant le château, Louis de Funès a aussi réalisé un rêve. Cultiver son potager. Alors, le labyrinthe. Putain, c'est un désastre. Heureusement qu'il ne se réveille pas là et qu'il voit son potager comme ça. Hein. Il retournerait vite fait dans la tombe. Hein. Tout ça, c'était tellement rigoureusement travaillé que ça paraît un peu en friche maintenant. Dès 6 heures du matin, l'acteur surexcité descendait ici et se transformait en jardinier calme et discipliné. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Après, on a mangé toute chose. L'amour des fleurs, ça réapprend le temps de vivre. Oui, ça redonne le sens, le rythme de la vie, le vrai rythme de la nature qui est calme, qui est lent, qui n'est pas pressé. Voilà. Le rythme des saisons. Le rythme des saisons, le rythme des oiseaux, ce que nous n'avons pas dans les grandes villes. Parce que vous n'avez pas au cinéma. Hein? Ah, au cinéma, c'est un autre rythme. Là, je vais beaucoup plus vite, là. C'est un rythme de fou, là, sur les fous. C'est joué par des fous, dirigé par des fous. Oui. C'est Gabin qui me dit ça. Il me dit, regarde, c'est tous des dingues. Alors, je dis, comment ça? Ben, regarde, un tel, et c'était le metteur en scène. Il n'a pas une tête de dingue. Alors, il dit, je sais pas, c'est un dingue. Et l'autre, regarde la tête qu'il a, c'est un dingue. Et là, elle, c'est une dingue. Tenez, venez là, venez. Attendez, ça, c'est la serre. On va voir les tomates, vous allez voir.
Voilà. Alors là, il y a le soleil, là. Avant, il y avait des salades. Et maintenant, il y a des coquilles Saint-Jacques. Nouvelle serre, nouvelle mode. C'était son refuge à lui. C'est là qu'il a emmagasiné, à mon avis, toute son énergie, enfin toute une énergie vitale qu'il transformait ensuite dans les films en énergie de mouvement. C'est surréaliste pour moi d'être là, c'est incroyable. Ah ouais? Je ressens tellement leur présence, alors que quand même, ça fait perpète. En fait, j'ai des flashs, je les vois, je les entends. Des vraies retrouvailles. Je vois une dame qui nous surveille. Mais qu'est-ce que c'est que ces intrus? La dame, c'est Janine, l'actuelle propriétaire des appartements où vivaient les deux Funès. Depuis, le château a été divisé en 40 lots. Bonjour madame. Julia de Funès Enchantée. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vous envie d'habiter là maintenant. Je ne vous dis pas le bonheur. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vous étiez déjà venue ici? Oui, j'ai vécu beaucoup petite ici. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 86, 87. Je suis née en 79, donc je sais pas, 8 ans. Un peu comme ça. Ça veut dire que vous avez déjà des souvenirs alors. Ah, j'en ai plein. C'est mes souvenirs d'enfance, mais les plus essentiels qui sont là. Très bien. Ouais. Oui. Alors, on va voir où vous habitez. Il va faire meilleur ici. Là, je ressens les mêmes odeurs. C'est marrant. C'est exactement l'odeur du bois. Et c'est exactement ça. Ah ouais, ouais, non, je reconnais complètement. J'avance, hein, je fais comme chez moi. Oh, on vous embête, hein. Mais c'est joli. Vous l'avez vachement bien décoré, je trouve. J'immortalise. Mais il est à vendre. C'est pas vrai? Si. Ah non. Si. Combien? Ah bah oui. Ah. Non, non, j'ai pas de sous. Ah si, mais non, mais là, ça, ce serait formidable. Non, mais combien? Non, sérieusement, combien vous le vendez? 700 000. Pour moi, ça doit être gratos, non? Allez, oh, bah certainement. Alors c'est vous là? Ah oui, c'est moi. Je devais avoir 3 ans hein, avec ma grand-mère Jeanne dans le château. Oui. Bon, ça, c'était sur un tournage avec Louis, Alors. à Saint-Tropez pour le coup. Ah oui. Ça, c'était juste avant sa mort. Alors on le voit. Et... C'est la dernière fois que mon père l'a vu, c'était en quittant les sports d'hiver. C'était un grand-père très attentionné. J'avais 2 fois par semaine, j'avais des paniers. Oh, faut pas que je dise ça, je vais paraître odieuse. J'avais des paniers de fruits, de groseilles, de framboises, de légumes qui me faisaient venir à Paris d'ici pour que je mange bio. Et je sais qu'il m'appelait le soir, qu'il me racontait des histoires, donc très, très tendre, pas du tout l'autoritaire des films, ou l'inverse. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il était un peu austère ou qu'il n'était pas drôle dans la vie mais drôle sur les plateaux? Bah, je pense que quand on a, c'est le problème des acteurs comiques, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il soit drôle quand il est chez lui ou en train de dîner tranquillement en famille, alors que c'est pas un lieu. Enfin, nous, on n'est pas drôle quand on dîne non plus, mais des acteurs comiques, on attend un comique permanent. Alors ça, c'était quand il a rencontré ma grand-mère, cette période-là. On n'a pas l'habitude de le voir jeune en fait. Avec des cheveux, en fait. Pas du tout. C'est vrai que les Français le découvrent vraiment à plus de 40 ans. Dans Oscar au théâtre, Qui m'appelle? C'est moi. Qui ça, moi? Ton mari. et dans La Traversée de Paris au cinéma. Avant, c'est plutôt la traversée des seconds rôles et des petits boulots. Comptable, carrossier, fourreur et pianiste de jazz dans les bars. Quand je jouais dans les bars, il fallait que je jouais par exemple de 5h30 du soir à 5h30 du matin. Alors la petite aiguille, elle va très doucement. Et alors toute la nuit, et sans en arrêt. Sitôt que j'arrêtais, il y avait le patron qui après.
C'était trop forcé. Et à 5h30 le matin, je me levais, j'étais comme Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Tout lui a servi. C'est ça l'intelligence aussi. Ce qu'il a pris à chaque fois, c'était l'observation quand il travaillait avec des patrons, etc. C'est là qu'il a observé. Il disait, j'ai à ma disposition dans ma tête comme un ordinateur, j'ai emmagasiné plein de comportements, plein d'attitudes, et hop, qui ressortaient immédiatement. C'est ça qui est génial. Il avait comme une mémoire interne, comme un disque dur où il avait emmagasiné pendant toutes ces années les travers humains, les postures, les impostures, et hop, ça ressortait au bon moment dans les films. 270 millions de spectateurs viennent voir ces films et ses rôles de petit chef, déclinés à toutes les sauces. Chef de gendarmerie. Alors, mon bon Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein? Mais ça va venir. Bon. Ou chef de restaurant. Et je souris. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là, alors vous avez des ennuis, il faut servir. Souriez et partez. Chef d'orchestre, évidemment. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Et chef d'entreprise, dans Oscar. Tout se voit dans ses yeux, c'est terrible, mais justement tout passe dans la gestuelle. C'est le comique de situation en fait, plus que le comique de réplique où la situation est ridicule. Mais c'était surtout une générosité de tout son corps, de toute son énergie, de tout son cœur. Quand on voit des petits passages sur Oscar, par exemple, même dans le film, on voit à quel point on suffoque pour lui. Moi, je suis épuisée à la fin d'une scène quand je le vois courir, crier, etc. Je suis épuisée pour lui, mais il donnait tout. Il donnait tout et je pense qu'il en est marre, ouais. Louis de Funès est mort la nuit dernière d'une crise cardiaque. Il a été pris de malaise dans sa propriété du Cellier près de Nantes et hospitalisé à Nantes. À l'enterrement, très peu de stars, si ce n'est son copain de brigade, Galabru. Ou Anémone, Giscard d'Estaing. Il n'était pas très showbiz, Louis de Funès. Ah ouais, il y a toujours des nouvelles choses. Merci Louis pour hier, aujourd'hui et demain. Merci Louis, merci Louis, merci Louis. C'est chouette, à chaque fois que je viens, il y a toujours des nouvelles choses, plus ou moins jolies. Mais ils sont jamais seuls. On voit le château. Ouais, on voit le château là, pleine vue. Je pense que s'il perdure à travers les années, c'est qu'il a libéré des vérités humaines sur le genre humain. Et ça, c'est indémodable. L'autoritaire, le raciste, alors évidemment, il n'a pas choisi les côtés les plus gais de l'humanité. Et c'est pour ça que je trouve qu'il était grand, au sens où il fallait être grand pour incarner la médiocrité. Parce que quand on est certain de son ego, quand on est très très soucieux de son ego, on n'a pas envie de se montrer dans des positions ridicules, dans du médiocre, dans du bas de gamme, dans du très très bassement humain. C'est pour ça que les enfants aussi, les plus jeunes générations continuent de le regarder. C'est que ça leur parle. Donc si ça leur parle, c'est qu'ils parlent du genre humain et de la vérité humaine, je pense. Moi, je crois que je dis n'importe quoi au cimetière. Parce que on n'a plus les idées en phase, on est un peu ému, alors du coup, on n'a plus son esprit. Hein. Vous me demandez l'impossible. L'impossible, et pourquoi pas? Faire revenir Louis de Funès aujourd'hui. Grand-mère Fournier est ici. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire?
ben lui, oui, il est pas là. Alors elle est seule. Chut. Elle est seule, les copains. Chut, Et s'il avait simplement hiberné jusqu'à aujourd'hui, comme dans Hibernatus, un de ses plus grands succès? Et s'il ouvrait les yeux sur le monde de 2018? Il ferait quelle tête, à votre avis, s'il ouvrait les yeux aujourd'hui? Il ferait la tête j'imagine comme quand il était pâté dans les films et qu'il en croit pas ses yeux et qu'il fait ses mimiques des yeux-là en se disant mais c'est incroyable parce qu'il avait déjà pensé à certaines choses qui existent. Il avait imaginé un petit boîtier qui serait dans nos poches et puis on se verrait en continu. En fait, il avait pensé à Skype ou il avait pensé au petit téléphone portable. Je pense que le portable aurait été génial pour lui. Il aurait fait des films en continu 24 heures sur 24 pour tout capter. Et tout analyser et tout travailler. Donc je pense que le portable lui aurait beaucoup servi pour ça. Je pense qu'il aurait aimé avoir Trump. Il se serait dit, j'ai pas été trop loin dans mon jeu finalement. Out. He's fired. He's fired. On retrouve certains aspects de ses personnages, c'est sûr. Sur le côté très virulent, très direct, mégalo, ça. Mais en tout cas, quand je vois Trump, moi, je me dis, ouais, il était juste dans son jeu quand même. Je trouve qu'il a l'énergie, même quelque chose de physique avec Sarkozy. Alors évidemment, Sarkozy a des cheveux en plus, mais il a quelque chose dans l'énergie, dans les gestes, dans la gestuelle. Il a le côté normal de Hollande au sens où les gens qu'il aimait, les gens avec qui il aimait être, sont des gens normaux au sens où Hollande l'entendait, c'est-à-dire des gens simples, authentiquement simples. Je pense qu'il lui aurait plu. Là, je parle pas en termes politiques, pas d'adhésion politique, ça je sais pas. Mais en tout cas, c'est un personnage truculent et très romanesque. Donc je pense qu'il aurait aimé ce personnage de Macron. Ouais. Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas toute notre famille, si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. On pourrait faire un film comme ça encore aujourd'hui? Je pense pas, je sais pas, je pense pas, parce qu'on est tellement dans le politiquement correct aujourd'hui que c'est très difficile d'incarner des personnages si racistes, si odieux. Il faut être tellement politiquement correct sur tous les sujets, je parle même du sexisme ou du féminisme, à tout prononcer au féminin, au masculin. Il y a un excès. En fait, ce qui l'aurait intéressé, encore une fois, c'est l'excès de cette bonne intention. Et allez, pour terminer, rien de tel qu'une dernière. Comment vous sentez-vous? Petite crise de nerfs. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? L'attaque? Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme! Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord? Le pôle Nord, vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Le problème, c'est que c'est tellement magique qu'on pourrait regarder ça sans fin.